bonjour. Bienvenue dans ce deuxième cours. Il s'agit des systèmes asservis concernant la filière de sciences, technologies électriques STE, sciences de l'ingénieur, deuxième année baccalauréat. Alors aujourd'hui, on se trouve avec les systèmes asservis avec une introduction des généralités et caractéristiques. Après ce cours, normalement, on doit définir et distinguer un système asservi d'un système régulé. Définir les caractéristiques d'un système asservi. Et dans la suite, dans notre prochain chapitre, on va analyser un système asservi par l'approche des équations différentielles. Et ensuite, on va mettre en œuvre un système d'asservissement tel que l'asservissement de vitesse, de position d'un moteur et de température, par exemple. Alors, premièrement, on va commencer par une introduction. Alors, en général, un système technique, si on souhaite réguler ou bien contrôler une de ses grandeurs physiques, telles que, par exemple, la température, la pression ou bien la vitesse, donc, on est amené à utiliser ce qu'on appelle des systèmes asservis, utilisant comme grandeur d'entrée une consigne. Alors, j'ai donné ici des exemples tels que le système de contrôle de la température. Par exemple, vous avez une chambre pour laquelle vous voulez maintenir la température constante, par exemple égale à 25 degrés Celsius. Un autre exemple, système de régulation de niveau. Nous avons un château d'eau et on désire avoir la valeur de niveau constante, quelle que soit l'utilisation chez les abonnés. Alors, ensuite, le système de contrôle de la vitesse de position, par exemple, un bras manipulateur d'un robot en général. Alors, j'ai pris ici un exemple, système de chauffage permettant le contrôle de la température, comme on a dit, d'un salon, par exemple, chez vous. C'est le local à chauffer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour chauffer ce local-là? Évidemment, on a proposé ici une solution technologique qui est radiateur mural. C'est un radiateur qu'on fixe sur le mur et à ce moment-là, selon une énergie avec laquelle on l'alimente, nous avons une chaleur. Et à ce moment-là, on réchauffe le salon. Évidemment, par l'utilisateur, nous avons ici une consigne. C'est quoi la consigne? Ça veut dire, dans notre cas, c'est la température désirée ou bien souhaitée dans le local. Très bien. Sans oublier aussi qu'il y a des conditions météorologiques de l'extérieur ou bien l'ouverture d'une fenêtre. Évidemment, si la température de l'extérieur ou bien l'ouverture de la fenêtre survient, à ce moment-là, il y a changement de la température au niveau du salon. Et c'est à ce moment-là qu'il faut procéder à ce qu'on appelle un asservissement parce que dans ce cas-là, on ne peut pas maintenir la température constante. Alors, dans cet exemple qu'on avait vu, j'ai parlé de ce qu'on appelle perturbation. Ce sont les éléments externes qui peuvent venir pour perturber notre système. Alors, on dit que dans le système précédent, juste qu'on avait vu, on travaille avec la boucle ouverte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une indication de la température à l'intérieur du salon. Donc, c'est pour cela qu'on va voir après ce qu'on appelle un fonctionnement en boucle fermée. Très bien. Donc, pour permettre de maintenir une température constante, même quand les conditions qu'on a dit externes varient, il faut faire ce qu'on appelle asservir ou bien un asservissement de la température à l'intérieur du local. Alors, pour cela, la quantité de chaleur produite par le radiateur ne sera plus déterminée par la consigne, mais sous-entendu par l'écart ou bien par l'erreur qui existe entre la consigne souhaitée et la valeur mesurée de la température exactement
qui se trouve à l'intérieur du salon. On dit la différence de la consigne et de la valeur mesurée est appelée erreur ou écart. Très bien. Alors, on va un petit peu loin. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans ce schéma-là? Dans ce schéma, regardez, on a ajouté une partie qui est la mesure de la température par un élément capteur de température que vous avez déjà vu dans les cours précédents. Et après, nous avons une valeur qui est mesure. Généralement, cette valeur, c'est une grandeur électrique, courant ou bien tension. Alors, à ce moment-là, cette grandeur, on va l'injecter dans ce qu'on appelle un comparateur. Et vous vous rappelez très bien qu'on a déjà parlé des soustracteurs. Donc, on peut dire que l'erreur égale la valeur de la consigne moins la valeur mesurée. C'est ce que j'appelle l'écart. Et cet écart-là, c'est lui qui va commander le radiateur. Et à ce moment-là, la valeur de la sortie du radiateur, on avait dit, c'est la quantité de chaleur qui va être donnée au salon. Et à ce moment-là, quelles que soient les conditions, on peut dire ou bien démontrer que la valeur de la température reste constante à celle posée dans la consigne. Très bien. Donc, je passe maintenant. Donc, évidemment, la température à l'intérieur du local, c'est une grandeur physique. Il est mesuré à l'aide d'un capteur. Je donne l'exemple de thermomètre, ou bien une sonde PT100, ou bien LM35, etc. L'écart entre la consigne et la valeur mesurée est calculé par un comparateur, comme on avait dit dans le schéma. L'information d'erreur ainsi obtenue permet donc de piloter la production de la chaleur. Très bien. Donc, alors, on va représenter maintenant notre système qui est, comme vous avez remarqué, une boucle fermée. Pourquoi boucle fermée? Parce qu'au début, nous avons juste la partie radiateur, consigne, salon. Mais après, on a ajouté une partie de la ligne qui est mesure de température par capteur, puis injection dans le comparateur. Évidemment, comme vous avez remarqué là, nous avons ce qu'on appelle une représentation sous forme de schéma bloc, système en boucle fermée. Nous avons la chaîne directe. Dans notre cas, c'est le radiateur et le local à réchauffer. C'est la chaîne directe. Alors, ensuite, nous avons la chaîne de retour qui est matérialisée par un capteur de température. C'est la chaîne de retour. Ça veut dire je mesure la grandeur asservie et je l'injecte dans le comparateur. Le comparateur, on va voir par la suite comment il va être réalisé. Puis ensuite, nous avons un correcteur qui est appelé le régulateur. Le correcteur, il permet, si vous voulez, de voir la rapidité de fonctionnement de notre système ou bien, par exemple, maintenir une précision désirée pour notre système. Très bien. Alors, évidemment, à l'entrée du comparateur, nous avons la valeur souhaitée ou bien la consigne. Alors, un système asservi ou régulé est donc un système bouclé possédant une rétroaction ou bien une boucle de réaction à la sortie sur l'entrée. Alors, attention, il faut mettre dans la tête que nous avons deux mots, asservissement et régulation. Alors, c'est quoi asservissement? Asservissement, un système est dit asservi si la sortie peut suivre le plus fidèlement possible la consigne et que cette consigne-là est variable. Exemple, suivi de la trajectoire par un missile. Par exemple, un missile qui veut attraper un avion, à ce moment-là, il doit poursuivre sa trajectoire. Très bien.
Et c'est quoi régulation? Alors, le mot régulation, lorsque je dis un système, c'est un système qui est asservi, mais qui doit maintenir constante la sortie conformément à la consigne qui est constante aussi et souhaitée, indépendamment des perturbations. Donc, dans notre cas du système proposé au début, quelle que soit l'ouverture de la fenêtre, ou bien quelles que soient les conditions météorologiques externes, il faut que la température de local soit constante et égale à la valeur souhaitée de la consigne. Alors, on va voir un petit peu l'outil mathématique d'étude des systèmes asservis. Alors, l'étude de comportement dynamique, ça veut dire la phase transitoire, et permanent, ça veut dire statique d'un système, dépend, si vous voulez, de ce qu'on appelle la relation entre la sortie S de T et l'entrée E de T. Alors, vu que le système, c'est un système physique, alors, automatiquement, on va parler de ce qu'on appelle les équations différentielles que vous allez voir en mathématiques aussi, et même on va les utiliser dans notre cours. Alors, sinon, on peut aussi, comme vous avez vu dans le cours des filtres, travailler avec la représentation complexe. Ça veut dire utiliser des nombres complexes. Et à ce moment-là, on va travailler avec S de J oméga en fonction de E de J oméga. C'est ce que j'appelle ici, on va introduire un petit mot nouveau, la transformée de la place, soit la fonction de transfert. Donc, le système doit être représenté par une fonction de transfert h de p, avec p tout simplement, c'est la variable j oméga que vous avez vue dans le cours de filtrage par exemple, et à ce moment-là, on aura une liaison ou bien une relation entre s de j oméga en fonction de l'entrée e j oméga. Alors, je récapitule, nous avons une variable P qui est égale à j oméga, avec oméga évidemment c'est une pulsation, ça veut dire nous sommes dans le domaine fréquentiel, et nous avons h de P est égal S de P sur E de P. Ou bien d'une autre manière, E de P fois H de P est égal S de P. Très bien. Alors, ce sont en général deux types de l'outil mathématique qu'on peut utiliser. Alors, le passage de l'équation différentielle à l'équation en j oméga ou bien en fonction de transfert est obtenu par la transformée de la place. C'est-à-dire mathématiquement, il y a une équivalence entre l'étude du système, l'étude temporelle d'un système physique ou bien l'étude fréquentielle de ce système-là. Très bien. Alors, trouvons par exemple, donc en utilisant, on va voir un petit peu l'association de schéma bloc. Alors, question ici, trouvez le schéma bloc équivalent à l'association suivante. Regardez, nous avons une partie H1 et une partie H2 et une partie H3. Alors, le premier bloc H1 relie la sortie S1 à l'entrée EP. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire S1 égale à H1 fois E de P. Et S2 est relié à S1 par H2, SP relié à S2 par H3. Donc, on cherche la fonction équivalente H de P reliant E de P à S de P. Alors, on récapitule ici ce que j'ai expliqué. Donc, S1 égale à H1 fois E de P. Et sous-entendu, S2 égale à H2 fois S1 de P. Et finalement, S de P est égal à H3 fois S2, ce qui donne, si je remplace S de P égale à H3, S de P égale à H3 fois H2 fois S1, et finalement, S de P égale à H3 fois H2 fois H1 fois E de P. Récapitulons, si nous avons une succession série des blocs H1, HI par exemple, alors l'équivalent, c'est le produit des trois
fonction de transfert de chaque bloc. C'est bon. Alors, soit le système ci-dessous, donc exprimons S de P en fonction de la consigne E de P. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ce système-là, c'est le système en boucle fermée, par exemple, qui matérialise notre système. Toujours, nous avons une chaîne directe que j'ai appelée H de P dans le domaine fréquentiel et la chaîne de retour, c'est K de P dans le domaine de la place. Alors, regardez, je mesure S de P par exemple et j'ai ici la mesure SR de P que je vais introduire dans le comparateur. Évidemment, la sortie de comparateur, il y a ce qu'on appelle l'erreur ou bien l'écart qui est égal à E de P moins SR de P. Alors, commençons pour trouver la fonction reliant S de P et E de P. Donc, dans la boucle ou bien dans la chaîne directe, nous avons S de P égale à H de P fois l'erreur epsilon de P. Ensuite, dans la chaîne de retour, nous avons SR de P égale à K de P fois S de P. Et on peut ajouter une autre équation qui est epsilon de P égale à E de P moins SR de P. Il suffit de remplacer SR de P par Kp S de P et donc alors H fois E de P epsilon fois E de P moins SR de P et ensuite je remplace SR de P dans cette partie-là par E de P moins, par K de P fois S de P. Donc, je peux développer et je peux trouver H fois E moins H fois K fois S de P. Alors, donc, la fonction de transfert en boucle fermée sera, si je ramène ce facteur vers le S de P et je factorise par S de P, donc je vais trouver S de P sur E de P est égal à H de P sur 1 plus H de P fois K de P. Très bien. C'est une formule qu'il faut retenir et, sous-entendu, je vais l'expliquer autrement. Toujours, S de P sur E de P pour un système bouclé comme celui-là, ayant un comparateur avec plus-moins, c'est la chaîne directe sur 1 plus chaîne directe fois la chaîne de retour. Je récapitule, c'est H de P sur 1 plus H de P fois K de P. Très bien. Alors, maintenant, on va faire une petite application. Alors, toujours, je reste dans le système qu'on avait donné au début. Ça veut dire le local. Mais je vais choisir mon capteur qui est. Alors, on suppose que le capteur utilisé dans notre exemple est un capteur de température AD2203. Alors, ici, j'ai un extrait de document constructeur concernant ce capteur. Évidemment, cette partie est en anglais. Il faut toujours avoir un petit peu d'outils d'anglais technique pour pouvoir lire les documents constructeurs. Alors là, qu'est-ce qu'il me donne ce document-là? Il me donne ici la réponse du capteur qui est en volts, la réponse en volts en fonction de la température. Mais regardez là, vous avez 3 courbes. On va les expliquer par la suite. Alors tout simplement, on va retenir la tension de sortie Vout est égale, du capteur est égale à 0,25 plus 28 millivolts par degré C fois la température A. Ça veut dire la température mesurée. Très bien. Alors, je vous rappelle un petit peu, 28 millivolts par degré C, c'est la sensibilité de notre capteur. Alors, avec TA désigne la température de la surface de capteur AD2203. Très bien. Alors, TEXT désigne par la suite la température externe que l'on souhaite mesurer.
Alors, donc, là, le constructeur aussi me donne un petit schéma bloc. Regardez. Donc, nous avons Vout qui est égal à quoi? Normalement, l'entrée, c'est T externe. Alors, suivi d'une fonction de transfert 1 sur 1 plus top P, on va l'expliquer par la suite. Et nous avons ici un gain ou bien un amplificateur. Donc, il me donne ici TA, puis un amplificateur K, puis un comparateur ici ou bien un additionneur qui va m'ajouter une valeur qui est 0,25 volts. Donc, Vout ou bien ce schéma bloc matérialise tout simplement cette équation Vout égale à 0,25 plus 28 millivolts par degré C fois TA. Alors, je vais dire que ce rapport 1 sur 1 plus top P, il va matérialiser ce qu'on appelle l'évolution du régime transitoire, cette partie-là. Alors, on va parler après de système de premier ordre et de deuxième ordre. Là, il s'agit d'un premier ordre. Très bien. Alors, ensuite, dans cette application, qu'est-ce qu'on demande? On vous a donné ici un schéma bloc, comme ce qu'on donne dans les examens nationaux. Alors, donc, dans l'examen national, donc, on vous donne ce schéma bloc et on vous demande de remplir ces places qui sont vides. Alors, sachant que le radiateur et le local sont modélisés par une fonction de transfert H de P et que le correcteur a une fonction de transfert C de P et ensuite que la consigne tension V0 est reliée à la consigne température par le facteur kθ tel que V0 égale à kθ fois T0, complétez le schéma bloc ci-dessous. Alors, on va commencer par le premier bloc ici. Alors, nous avons la consigne ou bien la donnée V0 est égale à kθ fois T0. Donc, qu'est-ce que je peux mettre ici? Très bien, je peux mettre kθ. Alors, on va mettre ici kθ. V0 est égal à kθ fois T0. Très bien. En ce qui concerne le correcteur, donc l'indication ici, nous avons un C de P. Donc, je vais mettre ici C de P. La chaîne directe, comme on avait dit, il est représenté par H de P. H de P. Et là, nous avons la chaîne de retour qui matérialise le capteur. Donc là, on va mettre après le capteur, mais pour l'instant, on n'a pas d'indication. Alors là, il y a un espace vide, grandeur asservie, c'est la température du milieu de salon. C'est ce qu'on appelle T externe. Alors, donc, nous avons kθ, C de P, H de P, et là, la température Tx qu'on va mesurer. Alors, j'ajoute ensuite. Alors, en utilisant le modèle de capteur de température donné par le constructeur et en lui apportant une modification, celui-là devient. Alors, regardez, on a ajouté, donc ce que le constructeur nous a donné, c'est Vout est égal à K fois 1 sur 1 plus top P, plus 0,25. D'accord? Alors, pour nous, normalement, cette 0,25, il va nous créer un problème. C'est ce qu'on appelle la tension de décalage ou bien la tension d'offset. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'éliminer? Il suffit d'ajouter un soustracteur avec la valeur 0,25 pour éliminer cette grandeur. Alors, exprimer la tension de sortie de capteur, VMES, V mesuré, en fonction de T ext. Précisez la valeur de la constante K et quel est le rôle de soustracteur ajouté. Donc, j'ai commencé par la réponse de quel est le rôle de soustracteur ajouté. Donc, on avait dit, il élimine le 0,25 qui est la tension de décalage ou bien la tension d'offset. Très bien. Alors, exprimer la tension de sortie de capteur V mesurée en fonction de texte. Là, vous devez être capable de le faire maintenant puisqu'on avait dit que nous avons deux blocs en série. Donc, c'est la multiplication K fois 1 plus top P. Puis là, plus 0,25. Puis là, moins 0,25. Donc, je vais
plus voir le 0,25. Donc, V mesuré est égal à K fois 1 plus 1 sur 1 plus taux P. Très bien, il me reste le coefficient K. Or, le coefficient K, on l'a vu, est égal normalement à 28, qui est la sensibilité de capteur. Alors, on va trouver 28, qui est K, sur 1 plus taux P. Je répète, la valeur 28, c'est la valeur qui est la sensibilité qui se trouve dans l'équation. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à quelques performances d'un système. Alors en général, comme j'ai dit au début, on parle de la précision et on parle de la rapidité et on parle de la stabilité. Tout simplement, la précision est caractérisée par l'écart de la consigne et de la sortie. Donc, on peut parler de la précision statique, ça veut dire en régime permanent. Quand t tend vers plus l'infini, c'est la valeur de la sortie moins la valeur de la consigne. Et je parle aussi particulièrement de l'erreur indicielle, ça veut dire lorsque la grandeur de la consigne présente ce qu'on appelle un échelon, à ce moment-là, je définis l'erreur indicielle par l'écart. Donc l'erreur peut être constante, nulle ou égale ou tend vers l'infini. Alors voici un exemple. Là, vous avez une précision de vitesse. Ça veut dire, vous avez une consigne de vitesse. Par exemple, pour votre moteur, vous voulez que celui-là tourne à 1000 tours par minute. Alors, le moteur répond à cet échelon par la courbe suivante. Alors, quelle est la grandeur en régime permanent de cette valeur de sortie? Alors là, c'est le régime transitoire, mais quelque part, nous avons le régime permanent. Alors, si je fais la projection, je vais trouver à peu près 900 tours par minute pour la réponse de vitesse. Très bien. Alors, regardez là, l'erreur statique dans la réponse suivante est l'erreur est égale E plus l'infini moins S de plus l'infini qui est égal à 1000 moins 900 qui est égal à 100. Mais généralement, je parle d'une erreur en pourcent ou bien une précision relative. Ça veut dire, je vais multiplier par 100 la consigne moins la valeur finale divisé par la valeur finale en valeur absolue. Et comme ça, je trouve la précision relative. Qui est une valeur de 11,11%. Alors, maintenant, je parle ici de la stabilité. Donc, pour notre système, on donne un échelon et on regarde la réponse à l'échelon ou bien la réponse indicielle. Regardez la première partie là. Il y a quelques oscillations, puis le système rejoint une valeur constante. Très bien, on dit que dans cette partie-là, que la sortie est stable. Mais dans le deuxième cas, il y a une réponse oscillatoire, mais qui tend encore à être grande et ne se stabilise plus. On dit que la sortie est instable. Donc le système peut être stable ou bien instable. On va étudier par la suite quelles sont les conditions qui rendent un système stable. Très bien. Alors, je peux parler aussi de la rapidité d'un système. Il caractérise le temps mis par le système, ou bien tout simplement la rapidité. Il caractérise le temps mis par le système pour que la sortie atteigne sa valeur finale qu'on désire. Très bien. Par exemple, ici, nous avons la valeur désirée, c'est 10. Et à peu près ici, j'ai 3 types de réponses. La réponse du système 1, il entre dans cette bande-là de plus ou moins 5% par rapport à la valeur finale souhaitée. Alors, regardez, quand est-ce qu'il va entrer dans cette bande? C'est jusqu'à ce moment-là. Donc, si vous voulez, après ce temps. Alors, on va voir pour le système 3, par exemple. Le système 3, regardez, donc il va
Il évolue, mais il va entrer dans cette bande à partir de cette partie-là. Donc, on va dire, si vous voulez, que le système 3 est plus rapide que le système 1. Regardez, ici, presque 3, mais là, presque 9. Très bien. Donc, si vous voulez, le temps de réponse à 5%, appelé T à 5%, ou bien le temps de réponse à 5%, c'est le temps que met le système pour rester dans la bande des 5% de sa valeur finale. Très bien. Alors, donc, merci pour votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah.